Bon, non, mais cynisme mis à part, ça marche plus ou moins bien. C'est-à-dire que quand on trouve dans une couche sédimentaire donnée une espèce fossile, on se dit « Ah, cette espèce-là est d'environ 111 millions d'années. » Bon, c'est à peu près... on n'est pas à quelques milliers d'années près. Et on essaie de croiser en fait ce résultat en datation relative avec les datations absolues. Alors là, on fait appel aux collègues plutôt géologues, géochronologues en fait, qui vont dater d'autres isotopes, donc d'autres variants massiques d'éléments atomiques, qui sont présents dans des roches, cette fois-ci volcaniques. Donc il s'agit du plomb, du thorium, de l'uranium, qui sont contenus naturellement dans les roches et qui se désintègrent naturellement aussi au cours du temps. Hein, on connaît la période de demi-vie, enfin la période de désintégration. On sait à peu près combien il y avait d'isotopes au début, et donc on compte en fait le nombre d'isotopes restants et on en déduit une datation, cette fois-ci absolue. Alors, cette méthode-là, quand on est paléontologue, elle n'est pas tout le temps disponible dans le sens où, idéalement, il faudrait que notre fossile, qui est contenu par définition dans une couche sédimentaire, soit encadré, soit dans une sorte de sandwich, si vous voulez, avec une couche de lave juste en dessous et une couche de lave juste au-dessus, et puis on peut espérer avoir un delta, c'est-à-dire une variation qui donne même un milieu de dépôt des sédiments de l'époque, en plus de l'âge absolu cette fois-ci du fossile. Alors c'est quand même très rare, mais c'est le cas dans le domaine continental notamment, et donc en essayant de croiser comme ça les méthodes, on arrive grosso modo à donner des âges à nos fossiles à quelques centaines de milliers d'années près quand même. Mais ce sont des deltas qui nous paraissent nous énormes, mais sur des millions d'années, voire des centaines de millions d'années, donc on est quand même dans des marges assez intéressantes. De toute façon, ça rejoint un petit peu les remarques de tes collègues archéologues. Si on veut publier des résultats en géochronologie, il faut avoir un delta inférieur à 1 million d'années. Donc on essaie de forcer un peu les machines et forcer l'analyse des zircons. Ce sont des minerais en fait naturellement, encore une fois, radioactifs, qui sont contenus dans ces fameuses laves que l'on chasse en plus de chasser des fossiles. Ça veut dire quand on trouve un fossile, on essaie de trouver aussi de quoi le dater. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se dater tout seul, il faut gratter autour. Et prier les dieux qu'il y ait un bout qui traîne, genre une montre qui traîne, qui s'est arrêtée, voilà, une montre. C'est ça, oui. Quand c'est pas un fossile stratigraphique, on espère avoir des laves quelque part dans le même bassin sédimentaire pour essayer d'avoir une idée de l'âge absolu. Moi, je note qu'un point commun de vos discours, avec toutes leurs différences, c'est qu'on a parlé de durée, d'évaluation de durée de vie, de durée de désintégration, de temps de désintégration, de temps de propagation, de durée de propagation d'un signal ou de la lumière. Aucun d'entre vous n'a parlé véritablement de mesure du temps. Est-ce que ça veut dire, au sens du temps comme grandeur en tant que tel, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est complètement inaccessible aussi bien aux techniques du physicien qu'aux techniques des archéologues et des paléontologues? Est-ce que la question même de la mesure du temps est une question qui est plus métaphysique que scientifique? Ou est-ce que vous avez connaissance les uns ou les autres de... Oui, ben c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que la mesure du temps, le titre était choisi un peu de façon provocante, en tout cas pour des physiciens, c'est qu'effectivement, comme l'a dit à peu près tout le monde, on mesure en fait l'intervalle de temps, la durée qui sépare un événement d'un autre événement. Donc l'apparition d'une particule et sa disparition, sa transformation, sa désintégration. Un noyau, un être qui est enfoui, qui était vivant, qui est mort, qui est enfoui dans une couche, et puis il y a eu des couches au-dessus, et l'épaisseur, on dit, bon, c'était il y a longtemps, ou c'était il n'y a pas longtemps déjà, et puis éventuellement avec une précision un peu meilleure. Et puis pareil, pour l'astrophysique, on mesure entre l'émission du signal et la réception du signal, la lumière qu'on capte, on peut mesurer, déterminer la durée qui a prévalu pour la propagation de la lumière venant de la source jusqu'à nous. Alors on ne mesure pas la durée directement, il y a des subtilités, on peut en parler, mais toujours ça sépare, on mesure l'intervalle de temps, la durée, en fait on devrait dire toujours la durée, qui sépare deux événements, l'émission de la réception, l'apparition de la particule, sa disparition, pareil pour Lucille j'imagine, et pour Jean-Sébastien, l'animal mort et le moment où on le trouve après toute la sédimentation, toute l'évolution géologique qui a recouvert les restes de l'animal disparu. Donc c'est toujours, j'ai l'impression, une durée qu'on mesure.
En fait, je pense que le seul qui a vraiment, dans le débat, parlé d'une mesure de temps, c'est toi, en fait. Parce que quand dans la mesure des ondes gravitationnelles, on mesure donc ce que tu disais, le collapse de 2 trous noirs ou le collapse de 2 étoiles à neutrons, il se trouve que ça se passe dans des échelles de temps qui sont mesurables. Donc on reçoit un signal et la structure temporelle de ce signal, donc c'est vraiment, on le reçoit entre 10h12 et 10h14. C'est important. Donc c'est le seul des exemples qu'on a donné, je pense, où on a vraiment une mesure de temps directe avec nos outils à nous. Pour les ondes gravitationnelles, il faut absolument avoir la variation, disons, dans le temps, la succession d'événements. Les 2 trous noirs, par exemple, tournent l'un autour de l'autre. Ils émettent, en tournant l'un autour de l'autre, un train d'ondes gravitationnelles très intense, ils sont très proches, très massifs. Et puis ces ondes gravitationnelles qui sont émises font perdre de l'énergie au système, qui se resserre lentement au début, quand le système est très séparé, et puis, au bout de certaines durées d'évolution, et bien, le système devient si proche que hop, les 2 objets tombent l'un sur l'autre et forment plus qu'un trou noir unique, et le signal d'onde gravitationnelle s'arrête. Mais il faut voir comment l'évolution, enfin la succession d'événements, de rapprochement, donc il y a une manière de temporalité qui est absolument une sorte de forme à reconnaître dans l'évolution du signal. Dans tous les autres exemples qu'on a donnés, en fait, on utilise un substitut pour le temps. Moi, c'est des distances essentiellement. Moi, je mesure des distances et je les convertis en temps. Quand on fait du dosage, en fait, on mesure une quantité de quelque chose qui reste et on le transfère en temps. Qui reste, une activité radioactive. Et ce que je voulais ajouter aussi, pour mesurer ces durées, il faut qu'il y ait un top départ à un moment ou un autre. Et dans toutes ces techniques, il faut qu'il y ait une remise à zéro des compteurs. Enfin, nous, on parle toujours de cette remise à zéro. Pour la datation par carbone 14, par exemple, ça va être la mort de l'organisme vivant. À partir du moment où il est mort, il n'intègre plus de carbone 14 et donc ce carbone 14 se désintègre avec la période radioactive. Pour la datation par le potassium, le principe, c'est de mesurer à partir du moment où il n'y a plus d'argon dans le système. Et donc la remise à zéro du système, c'est quand l'argon a été vaporisé. Et donc il faut une éruption volcanique. Et ce qu'on va dater, lorsqu'il y a des fossiles qui sont enfouis entre 2 couches volcaniques, ce qu'on va dater, donc c'est l'éruption avant et après. Et il faut que pour que ça puisse être daté, une roche, pour qu'elle puisse être datée, il faut qu'il y ait eu une remise à zéro du compteur. Donc une éruption dans le cas du potassium 40 par exemple, ou dans le cas des autres isotopes comme l'uranium, il faut que lorsque la coquille, lorsque le fossile s'est fabriqué, il n'ait pas incorporé tel ou tel élément que normalement, par l'équilibre, il faut qu'il y ait un déséquilibre entre les 2 radioisotopes. Donc vraiment, il faut qu'il y ait un événement, forcément un top zéro, pour qu'on puisse mesurer une durée.